Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition. Le mouvement panafricain Section Rwanda a dispensé une formation aux enseignants de toutes les universités rwandaises afin d'examiner ensemble la vision de l'Afrique et la manière dont ils peuvent contribuer à former les jeunes pour qu'ils comprennent mieux cette vision et le rôle de l'Afrique. Le récit de Patrick Nyilidandi. Ces discussions qui se sont déroulées à Kigali comprenaient diverses conférences visant à présenter l'Africain idéal dans son parcours de libération du colonialisme et à offrir une meilleure compréhension de la vision de ces continents conformément aux enseignements dispensés par des professeurs d'université, comme l'a expliqué Dr Eugène Mazimak. En Afrique, nous avons besoin de l'éducation. Pas seulement les matières conventionnelles, la biologie, la chimie et autres, mais plutôt changer la mentalité, changer les conditions de vie des gens. Par exemple, lorsque nous avons un défi alimentaire, devons-nous directement demander de l'aide à l'étranger? Ne pouvons-nous pas réfléchir en tant qu'Africains et chercher des solutions à nos problèmes? Ce point de vue est également confirmé par un autre enseignant à l'Université du Rwanda, Dr Ismaël Bouchanam, qui affirme que ces discussions permettront de sensibiliser davantage les éducateurs afin qu'ils puissent mieux appréhender la réalité de l'Afrique. Je pense que nous devons introduire ces concepts dans l'enseignement universitaire, dans nos universités, car dans ces institutions, il y a non seulement des étudiants rwandais, mais aussi étrangers, africains. Ces genres de formations permettent de former les enseignants pour qu'à leur tour, ils puissent former les étudiants dans près de 35 institutions. Le directeur adjoint du mouvement panafricain, Twagirimana Epimac, a déclaré que l'objectif principal est de construire l'Afrique souhaitée en commençant par la jeunesse. L'objectif est de former les Africains, mais aussi les communautés africaines qui vivent en dehors du continent, afin de mettre en commun nos forces, nos idées pour construire l'Afrique que nous souhaitons. Cela va permettre à l'Africain de demain de construire l'Afrique que nous voulons. La politique, la gouvernance et l'intégration du continent africain figurent parmi les principaux sujets abordés dans cette formation. À présent, pour notre page culturelle, une fois par semaine, le Centre culturel francophone de Kigali accueille un atelier qui a pour but d'accompagner toutes les personnes qui ont des projets d'écriture, et cela peut prendre plusieurs formes, des fois des poèmes, des romans, des biographies. Le reportage de Patrick Nyilidandi. Au cours du dernier siècle, le XXe, la bande dessinée a connu un développement lent mais continu sur l'ensemble du continent africain. Au Rwanda, la bande dessinée existe bel et bien, bien que le public soit très peu informé de son existence. Arabié a rencontré un jeune artiste, Christian Tumbwe, connu sous le nom d'artiste de Christ Art, a présenté donc au public son album intitulé Beyond Oblivion. Beyond Oblivion, c'est une BD qui parle de l'héritage africain en fait, la spiritualité africaine et aussi un peu de... Mais après bon, il faut que les gens découvrent et tout, un peu aussi de l'esclavage aussi, ouais, de l'histoire africaine en général. Lire des bandes dessinées n'est pas seulement amusant, mais aussi un moyen bénéfique pour les jeunes d'acquérir une expérience de lecture et de développer leur imagination, ce qui peut les amener à s'intéresser à l'art. Manzi Rugirangonga est un artiste, mais en même temps animateur culturel au Centre culturel francophone du Rwanda. Il pense qu'il y a un vrai potentiel, un vrai marché à créer. Oui, alors je pense qu'il n'est pas informé déjà que ça existe et il n'y a pas vraiment de publicité là-dessus. Mais quand les gens que je connais, des Rwandais, quand ils sont informés, ils sont intéressés.
Donc je pense qu'il y a un vrai marché à créer et pour ça demande de l'information, évidemment, de créer aussi des bandes dessinées, mais surtout de les promouvoir. Avec le développement de nouvelles technologies et l'invasion du numérique, les jeunes lisent de moins en moins et les défis se multiplient pour le développement de la bande dessinée. Selon les opérateurs du secteur, les défis sont nombreux. Bon, les difficultés, c'est un peu comme les autres, c'est de créer son réseau de distribution, pouvoir se faire connaître, pouvoir vendre ces bandes dessinées et peut-être aussi déjà, même avant de vendre, de pouvoir les publier parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui sont capables et intéressées de sortir des bandes dessinées comme ça. Et puis après, quand elles sont sorties, qu'elles sont publiées, il y a aussi la question maintenant de les faire connaître et de les distribuer. Déjà, bon, il n'y a pas de système de distribution approprié pour que le public découvre nos œuvres. Et on essaye déjà moi personnellement, on essaye de développer une plateforme, on essaie de créer un endroit avec l'aide d'un ami à moi, Manzi, avec sa maison d'édition, Elim Édition. On essaie de créer un endroit où tous les gens, parce que souvent on se retrouve, la BD, vraiment, il n'y a pas d'une structure qui s'occupe de la BD locale. On essaye, nous, maintenant, de faire à notre niveau avec nos moyens, de voir comment promouvoir et produire nos propres œuvres, comme nous, on l'a fait indépendamment. Les concepts d'une bande dessinée orientée vers les jeunes commencent à émerger dans les pays d'Afrique. Un signe positif de plus de la création d'une offre et de la prise en compte des besoins spécifiques d'une jeunesse trop souvent oubliée sur le continent. Un encouragement a été lancé à l'endroit des jeunes qui ont la passion de la BD, qui veulent produire leur propre BD, de croire en leurs rêves. Justement, j'aimerais leur dire de ne pas avoir peur, de croire en leurs rêves. On est des jeunes aussi, on a eu des parcours comme la plupart des jeunes rwandais ont pu avoir. Mais pourtant, on a essayé de croire dans nos rêves, prendre des risques et se lancer. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas partir à l'aveugle. Beaucoup travailler, ça demande de beaucoup travailler, de la rigueur, essayer d'établir un plan. Mais avec du travail, avec de la persévérance, et quand on prend ses rêves, en général, ça arrive. À l'époque coloniale, la bande dessinée est essentiellement européenne. La presse religieuse fait émerger la 9e art avec un double objectif, alphabétiser et évangéliser. Après l'indépendance, les premières BD sont encore initiées par l'Église catholique dans le pays francophone, mais aussi financées par des organismes de coopération étrangère pour la production d'albums de sensibilisation aux problèmes sociaux. Pendant très longtemps, les travaux des dessinateurs africains ont été totalement ignorés en Europe. La bande dessinée africaine montre des signes incontestables de vitalité et les festivals sur le continent se multiplient pour participer au développement de ces secteurs de création. Les auteurs africains prennent petit à petit leur place dans les concerts de la bande dessinée mondiale. Et partout au Rwanda, jeunes et adultes continuent de lutter contre la dépendance à l'alcool, aux jeux d'argent et à d'autres substances narcotiques. Nombreux sont ceux qui ont témoigné des conséquences dévastatrices de ces addictions et qui exhortent les autres à éviter la drogue. Leurs témoignages interviennent alors qu'en 2025, le président Paul Kagame a de nouveau appelé les institutions nationales et les citoyens à intensifier leurs efforts contre la toxicomanie qui ravage les familles et les communautés. Les détails avec Patrick Niledandi. Dans différentes régions du Rwanda, des personnes partagent ouvertement leur expérience. Patrick Kamana de Kichukiro a été accro aux jeux d'argent pendant 10 ans, tandis que Rudahinduka Aluno de Gatsibo a combattu l'alcoolisme pendant la même période. Tous deux sont désormais en traitement au centre de réadaptation Huye Isange, où ils décrivent les ravages que la dépendance a causés dans leur vie. Le jeu d'argent, je dirais, crée une dépendance extrême. J'y ai joué pendant plus de 10 ans et cela m'a vraiment détruit et éloigné de ma famille.
J'ai perdu mon travail à cause de ça. Et pour être honnête, j'ai perdu beaucoup de choses. Je ne saurais même plus compter la quantité d'alcool que j'ai consommé. Je commençais à boire le matin et j'ai continué jusqu'au soir. Dès que j'avais un peu d'argent, je l'ai dépensé en alcool. Cela m'a vraiment freiné dans ma vie. Aujourd'hui, je devrais avoir atteint un certain stade de ma vie, comme tous les jeunes. Les adultes sont tout autant touchés. Le Comité national de lutte contre la drogue rapporte que 21 306 personnes ont été traitées pour des problèmes liés à la toxicomanie au cours des 5 dernières années. Au centre de réadaptation Rouillé-Issangué, 345 patients ont été admis rien que pour ces 3 derniers mois. Le docteur Patrick Guagatale, directeur du centre et spécialiste en santé mentale, affirme qu'une prise en charge précoce augmente considérablement les chances de guérison. Lorsque nous identifions tous ces facteurs sous-jacents, nous entrons en contact avec les personnes concernées et leur expliquons la marche à suivre. Nous travaillons également en étroite collaboration avec leurs familles. Et lorsqu'un soutien est apporté dès le début, il est beaucoup plus facile de vaincre leur dépendance. Partout au Rwanda, les habitants demandent aux autorités de renforcer la lutte contre la drogue, affirmant que la toxicomanie alimente les conflits familiaux et l'instabilité sociale. C'est un problème très préoccupant. On ne peut pas aborder une personne sous l'emprise de la drogue n'importe comment, surtout si elle est jeune, car cela peut facilement dégénérer en violence. Du 1er janvier au 15 juin de cette année, le Rwanda a enregistré 2073 infractions liées à la drogue et plus de 680 suspects ont été arrêtés pour trafic, distribution et approvisionnement. Les autorités locales et la police nationale rwandaise poursuivent leur campagne de sensibilisation auprès des communautés. La gouverneure de la province du Sud, Alice Kayitesi, explique les efforts déployés. Des campagnes de sensibilisation sont menées dès le plus jeune âge et auprès des jeunes. Il est également essentiel de veiller au respect des heures de fermeture de bars. Par ailleurs, la création d'emplois est primordiale pour que les jeunes aient un travail stable et restent actifs plutôt que de se tourner vers la drogue. Lors du petit déjeuner national de prière, le président Paul Kagame avait exhorté les Rwandais à lutter contre la toxicomanie, soulignant qu'elle fragilise les familles et sape les valeurs de la société. Ce que je voulais dire, c'est que même les personnes âgées consomment des drogues, ce qui provoque quotidiennement des disputes et des conflits au sein des foyers. Nous détruisons la nation si nous restons les bras croisés face à des situations inacceptables. L'ivresse, la toxicomanie. Il faut agir pour résoudre ce problème. Il est de notre responsabilité collective de le faire. Le Rwanda compte actuellement 4 centres de réadaptation accueillant plus de 6 000 personnes, dont plus de 2 000 suivent un traitement de toxicomanie. En vertu de la loi 2018 relative aux infractions et aux sanctions, toute personne qui consomme ou utilise des stupéfiants commet une infraction. Les personnes reconnues coupables encourent une peine d'1 à 2 ans de prison ou des travaux d'intérêt général. Et des experts et analystes politiques de la région des Grands Lacs ont confirmé que les accusations que les pays étrangers continuent d'adresser au Rwanda constituent un signe indéniable de soutien aux actions du gouvernement congolais et des FDLR et qu'elles n'apporteront aucune solution durable aux problèmes de fond qui engendrent l'insécurité depuis plus de 30 ans dans cette région. Un reportage signé Calixte Kaberuka. Il faut d'abord et avant tout distinguer Doha et Washington. Ce qui se passe depuis hier, à la sortie du Conseil de sécurité, les discours qui ont été tenus au Conseil de sécurité font beaucoup d'amalgame, de confusion entre Doha et Washington. Ça c'est fait exprès. C'est pour mettre le problème sous le tapis et chercher, courir après le bouc émissaire facile qu'on pense être le Rwanda. Confondre aujourd'hui Washington et Doha
on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. Ceux qui se battent en République démocratique du Congo, le président Bissimois Bertrand l'a dit, le coordonnateur Nanga l'a répété. Nous n'avons pas de problèmes avec le Burundi. Nous avons des problèmes internes chez nous, Congolais, en République démocratique du Congo. Et nous sommes à Doha en train de discuter. Washington, c'est le contentieux entre Kigali et Kinshasa. Kinshasa qui soutient ouvertement les FDLR. Les FDLR qui sont une menace sur l'existence même du Rwanda. Tout le monde le sait trop bien. Donc, prendre les accords de Washington et les mêler à Uvira, à Kalemi, à Kamanyola, c'est vraiment de la mauvaise foi. On essaye de faire quoi? Un, de passer au-dessus du problème. Deux, de faire plaisir à Tshisekedi parce qu'il a de quoi donner. Parce qu'il est assis sur des minéraux stratégiques. On fait semblant d'interpeller le Rwanda en sachant très bien que ce n'est pas le Rwanda. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tshisekedi veut deux choses. Écraser l'AFC M23 pour qu'on n'en parle plus, il n'a pas réussi. Depuis Bunagana, aujourd'hui sont à Uvira, il aurait pu changer de stratégie. Il ne le fait pas. Hier, il a dit qu'il avait une armée de clochards, ça n'engage que lui. Tshisekedi est en alliance avec le Burundi. Ils partagent l'idéologie génocidaire. Ils soutiennent ouvertement les FDLR. Et derrière ça, vous avez la petite main de la Belgique. Tous ces gens qui sont au Conseil de sécurité le savent trop bien, parce que même moi, je le sais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Je vais paraphraser Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde. Le Conseil de sécurité a ajouté une couche de malheur à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Tite Gatabazi souligne que les violences ciblent les populations tutsis locales restent ignorées par la communauté internationale, ce qui, selon lui, constitue un soutien implicite au régime congolais et au FDLR. C'est lui qui parle du blocus de Minembwe. Le blocus de Minembwe est un crime contre l'humanité. Le blocus en lui-même. Vous empêchez les gens de sortir. Vous empêchez les gens d'aller au marché. Vous empêchez les gens d'aller se faire soigner. Vous empêchez les gens de s'approvisionner. C'est un crime contre l'humanité. Mais comme je l'ai répété, ce n'est pas la première fois que ça se passe et que le Conseil de sécurité fait semblant. Le Conseil de sécurité aurait dû le faire depuis fort longtemps, avec les actes de cannibalisme, avec des villages qu'on a brûlés dans le Massissi, avec tout ça. Que dit le Conseil de sécurité à propos de l'alliance entre Kinshasa et les FDLR? Que dit le Conseil de sécurité avec le recrutement des mercenaires? On les a vus tomber dans le lac Tanganyika. Donc on ne va pas nous dire qu'ils n'existent pas. Que dit le Conseil de sécurité avec le discours de haine alimenté par le gouvernement congolais, qui est le préalable aux actes de génocide? Que dit le Conseil de sécurité quand Kinshasa traînaille pour ne pas neutraliser les FDLR? Pas grand-chose, sinon rien. Et alors, on passe à côté du problème, on ne va pas le résoudre et il va y avoir comme ça, on dit que la nature a horreur du vide. L'AFC M23 est en train d'avancer. L'AFC M23 a le soutien de la population parce qu'il les libère du joug de Ouazalendo, des FARDC, des FDLR et tout ça. On voit chaque fois des explosions de joie quand ils arrivent dans un village, dans une ville ou dans une agglomération.
On a vu Kamanyola, on a vu Luvunge, on a vu Sange, on a vu Uvira. L'analyste explique également les raisons pour lesquelles la communauté internationale s'est exprimée seulement après la prise d'Uvira. Parce que j'ai expliqué que Uvira, c'est un carrefour entre 3 pays. La République démocratique du Congo, le Rwanda, un peu plus loin, et le Burundi. Uvira, c'est l'entrée du richissime province de Katanga. Uvira, c'est un port qui dessert Bujumbura. Uvira, depuis que le Burundi connaît des problèmes d'approvisionnement, carburant, vivres de toutes sortes, Uvira approvisionné Bujumbura. Uvira a servi de pont pour l'armée burundaise qui est allée faire le blocus de Minembwe. Et donc, Uvira est la 2e ville importante en partant de Goma. Vous avez Bukavu, après vous avez Uvira. Uvira, Uvira, oui, les minéraux qui viennent de Mwenga, de Fizi, passent par Uvira. Et tous ces petits seigneurs de guerre qui vont creuser ce qu'ils appellent les tracés des mines illégales, ils passent par Uvira et ils vont les vendre à Bujumbura. Tout ça mis bout à bout fait qu'il y a aussi la honte du gouvernement congolais de perdre encore une fois une ville importante pendant qu'on nous parle de la montée en puissance des FARDC. On a recruté des mercenaires avec des millions de dollars. On est toujours en alliance avec les FDLR. Les militaires burundais sont présents dans la plaine. Comment se fait-il que ces gens abandonnent le front et se replient au Burundi? Estime que la manière dont les pays interviennent pour résoudre la crise congolaise est partiale et qu'elle ne favorisera pas la paix durable, en particulier dans l'est du pays. Le problème, on a bien dit, il est en discussion à Doha. Donc, qu'il ne mélange pas Washington et Doha, ça c'est un préalable. Il y a une séparation nette entre Doha et Washington. Alors, cette rhétorique de diversion pour mélanger les torchons et les serviettes, on est en train d'ajouter des couches de problèmes au lieu de régler le problème. Doha gère les problèmes internes, les causes profondes des crises récurrentes en République démocratique du Congo. Washington gère le contentieux entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors, à défaut de proposer des solutions ou de soutenir ces processus, on est comme ça en train de les saboter. Parce que faire de la confusion entre les deux, c'est vraiment une façon de noyer les deux processus. Ça n'aide pas ni les Congolais, ça n'aide pas la région, et je crois que ça n'aide pas ceux qui s'adonnent à cet exercice périlleux. Depuis plus de 4 ans, les combattants de M23 affrontent les forces congolaises. Cette situation perdure après que Kinshasa a largement négligé l'application des accords de 2013, accords dont la mise en œuvre est restée entravée par les réseaux politiques et sécuritaires. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.